Et si la meilleure stratégie, c'était de ne pas en avoir? Et si, finalement, le meilleur des objectifs, c'est celui qu'on ne se fixait pas, hein? Je résume en quelques mots ce dont on va parler, Sybille. Sybille Persson, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Sybille Persson, vous êtes professeur à ICN Business School. Oui. Vous êtes membre du CEREFIGE, donc le laboratoire de recherche en gestion de l'Université de Lorraine. Oui. Et on va parler de François Julien, ensemble. On va parler de François Julien. Alors, François Julien, d'abord peut-être quelques mots pour comprendre qui c'est. Oui, alors, peut-être le situer dans le paysage intellectuel, parce que François Julien a une place un peu à part, j'ai envie de dire. Il est à la base philosophe, helléniste, donc spécialiste de la Grèce antique, mais aussi sinologue, mais dissident, parce qu'il ne fait pas l'unanimité chez ses pairs, et par ailleurs philologue. C'est-à-dire qu'il va travailler en étudiant les rapports entre la pensée, la langue et les textes. Ce qui va lui permettre de questionner la connexion entre pensée et langue. Et il a produit une quarantaine d'ouvrages en une quarantaine d'années, traduits en plus de 25 langues. Traité de l'efficacité, la propension des choses. Hein, énormément d'ouvrages, oui, et puis les transformations silencieuses dont on parlera tout à l'heure, notamment pour les dirigeants. Alors, à la base, les travaux de François Julien reposent sur une déconstruction. C'est tout le premier temps de sa carrière, en quelque sorte, où il va mettre en vis-à-vis la langue pensée chinoise en face des langues pensées européennes. Ce qui va lui permettre de faire ce travail de dialogue et de déconstruction sans concession. Et quand je dis sans concession, c'est parce qu'il va travailler les textes dans leur langue originale. Un texte grec, il le lit en grec. Un texte chinois, il le lit en chinois. Et non pas à partir de traductions confortables qui peuvent altérer ou réduire la richesse des concepts qui sont véhiculés. Ensuite, grâce à cette déconstruction, plusieurs livres vont être mis en relief, il va travailler avec des chantiers. Et ces chantiers vont lui permettre de fabriquer, d'innover et de développer des concepts particulièrement originaux qui font que de ce dialogue en profondeur, on va s'apercevoir qu'à cause de la distance entre Europe et Chine au plan des fondations culturelles et intellectuelles, ce sont quand même deux traditions plurimillénaires qui ne se sont pas rencontrées avant le XVIe, XVIIe, voire même XVIIIe siècle pour que les rencontres soient récurrentes. Ces deux civilisations se sont développées indépendamment, indifféremment l'une à l'autre. Donc elles ne sont pas différentes, elles sont indifférentes. Ce qui explique à quel point découvrir François Julien et la pensée chinoise, non pas en kit assaisonné, comme on peut des fois le voir dans certains ouvrages, mais à partir vraiment de ses fondamentaux, peut être déconcertant pour un esprit occidental. Alors, les apports spécifiques. Alors, les apports spécifiques, parce que Julien parle pas seulement aux philosophes, mais il parle aussi aux artistes, il va parler aussi aux politiques, il va parler aussi aux managers, aux dirigeants, aux stratèges, aux gouvernants. Alors, 3 livres qu'on a déjà cités, le traité, enfin d'abord la propension des choses, alors en 1992, le traité de l'efficacité en 1996, et puis en 2009, ce superbe livre, Les transformations silencieuses, qui est le concept abouti des livres précédents sur ce registre efficacité-stratégie. Alors, toute la base du dispositif conceptuel élaboré par Julien repose sur un vis-à-vis, en quelque sorte, entre la causalité du côté grec puis européen, et la propension des choses du côté chinois. Causalité, on sait bien que la causalité reste à la base de la connaissance, même si elle a beaucoup évolué grâce aux recherches, à la multiplication des disciplines, etc. Mais elle reste quand même la colonne vertébrale de toute une architecture en termes de connaissance. La propension des choses, c'est une autre appréhension du réel, puisque le réel, dans cette appréhension, qui repose sur une propension, fait qu'il ne peut pas être fixé. On ne pense pas à faire des plans, il n'y a rien de carré, tout est fluide, mouvant, évoluant, évolutif. Donc pourquoi le fixer comme si on essayait de mettre en boîte 100 cubes de l'eau, par exemple. Les images aquatiques correspondent beaucoup plus à la pensée chinoise que les images terrestres qui ont l'air d'être plus solides du côté occidental. Avec cette idée très forte aussi du potentiel de la situation. Exactement. Et la propension justement des choses va amener en corollaire chez le dirigeant, chez le sage, le stratège chinois qui sait l'appréhender et qui naturellement va avoir tendance à l'appréhender, la capacité de discerner du potentiel de situation. Et plus il le fera upstream, en amont, au début, plus il sera puissant parce qu'il pourra faire travailler pour lui et laisser mûrir
jusqu'à ce que ce soit porteur. Alors que du côté occidental, européen notamment, on a développé, et encore plus avec Descartes, l'initiative du sujet. Cette capacité par la raison, la rationalité, de pouvoir émettre, décider, imposer, modéliser et après appliquer. Coupure théorie-pratique du côté européen, pas de coupure du côté chinois. Une sorte d'héroïsation du côté européen. Et là, absolument. C'est exactement l'inverse côté chinois. Si bien qu'un dirigeant, un sage ou un stratège, c'est le même mot pour le général, le stratège, le sage en Chine, va d'abord et avant tout s'appuyer sur le potentiel de la situation et il va apprendre à ne rien faire, à savoir attendre. C'est dans une interview récente là, avec Philippe Zilberstein, je crois que on parlait de ça quand Steve Jobs a dit il fallait savoir attendre. Vous imaginez quelqu'un qui dit je vais attendre. C'est impensable a priori. Néanmoins, savoir attendre est parfois la solution la plus intelligente parce que ne rien faire, le non-agir n'est pas forcément non-agissant. Le blé ne fait pas de bruit quand il pousse, comme dit le proverbe chinois. Ça ne fait pas de bruit quand un enfant grandit. Ce n'est pas les parents qui le font grandir, il grandit tout seul. On accompagne au mieux. Et on se retourne et on dit « Oh, qu'est-ce qu'il a grandi ?» Voilà. Ou « Qu'est-ce qu'elle a grandi ?» Ou « Qu'est-ce qu'elle a pris un coup de vieux ?» Ça peut aussi être ça. Alors du coup, ça va dire que intégrer le savoir attendre et le non-agir dans une stratégie, ça paraît complètement fou a priori du côté occidental. Ça invite à envisager une prise de recul pour les dirigeants et les gouvernants du côté européen et occidental. Cette prise de recul par rapport à la modélisation et au modèle idéal, et d'autre part à cette espèce de volonté héroïque et courageuse. Si on prend du recul, on va pouvoir se retrouver à développer davantage de vigilance, d'attention et d'écoute, et moins de forçage, de vision et de planification a priori. Faut-il brûler les business plans? On s'est demandé à une époque, on va un peu dans ce sens-là. Ce qui permet de développer 3 préconisations en synthèse pour donner quelques pistes, comme on aime bien le faire en gestion. 1. Développer l'accompagnement. Accompagner, terme qui n'a pas d'équivalent direct en anglais. Là aussi, ça pose problème quand on veut pouvoir faire passer des idées, ne serait-ce que de français en anglais. Accompagner se traduit avec une posture de veille. Veiller sur, surveiller, mais aussi éveiller. Ensuite, deuxième point, revoir les théories du leadership. Dieu sait si elles sont nombreuses, si elles ont bougé, si elles sont riches. Mais de là à penser que le leadership pourrait ne pas d'abord être incarné, ou pourrait ne pas être solaire, mais être dans l'ombre, quid du leadership de l'ombre? C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Troisièmement, favoriser une gestion par induction. Par induction, c'est-à-dire plutôt que de vouloir modéliser, imprimer sa marque, marquer son empreinte, au contraire, y aller tout en douceur, tout en infiltration, tout en biais, de façon à induire très en amont, grâce au potentiel de situation qu'on a repéré, des changements qu'on n'a pas forcément élaborés explicitement, mais qu'on a souhaité et qu'on va favoriser, ce qui peut être beaucoup plus pertinent. Le prix à payer, du coup, pour les dirigeants, c'est quoi? C'est de renoncer à la dimension solaire. Et ça, pour certains égos, ça risque d'être difficile. Ça risque de devenir difficile. Absolument. Pour les chercheurs aussi, parce que ça véhicule une critique épistémologique très profonde des sciences de gestion. Une formule que vous aimez bien, je crois, c'est « on doit devenir bilingue ». Oui, on doit devenir bilingue parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un chercheur chinois est capable d'écrire en anglais, mais un chercheur anglophone n'est pas capable d'écrire en chinois. Un chercheur européen, en général, parle sa langue plus l'anglais. Donc ceux qui sont le plus bilingues, ce sont bien les chercheurs qui ne sont pas d'origine anglaise, qui ne sont peut-être pas non plus européens, mais plus on est loin. Et quand on parle le chinois et qu'on parle d'une langue européenne, notamment l'anglais, on est bilingue culturellement. Parce que si la langue ne détermine pas la pensée s'abreuve aux ressources de la langue. Et la langue chinoise est tellement différente. Tellement différente. Tellement autre. Reconcevoir le management et la stratégie avec François Julien. Voilà, le chemin ne fait que commencer. Absolument, c'est en essor. Merci Sybille. Merci Jean-Philippe.